Pourquoi on voit ça comme un échec? Parce que la réussite, elle n'a pas de limite aussi. Tu peux pas dire ça y est, j'ai réussi. T'as la motivation et donc t'as le mental. Et après, bien sûr, t'as aussi la discipline. Quand tu vas trop loin, c'est que tu te reconnais plus dans ce que tu fais. Maintenant, si je te dis, je te donne 50 millions et tu le fais. Ouais, ça va encore plus motiver. Ouais. Ok, donc juste avant, en fait, t'avais pas de mental pour le faire. Mais maintenant, je viens t'ajouter la motivation. Et pas l'aider de le faire gagner tout le temps. Il faut être conscient de si tu n'y arrives pas, de gérer cet échec-là. Tu cherches cette émotion et ensuite tu fais l'action. Ouais. Ça me... Eh ben, c'est On va rester sur ça, les facteurs. le facteur. Financièrement, j'ai réussi dans le sens où je me dis j'ai assez pour vivre et développer les projets que j'ai envie de faire. Et là, tu vois, j'aurais pu me dire, vas-y, arrête tout, tu vois, genre, c'est pas pour toi, c'est... Et l'échec a été un peu notre incompatibilité de s'associer, de lancer un projet ensemble. Aujourd'hui, on voulait parler pas mal de Dev perso. Voilà, un sujet, changer un peu de sujet aussi, dev perso, échec, réussite, un peu les clés de la réussite. Ouais, on a plein de trucs qu'on a envie d'évoquer aujourd'hui. Réussite personnelle et professionnelle. Ouais, vraiment que sur les deux, ouais. À la fois perso et pro, ouais. Donc, comment vous voyez alors Je sais pas, on peut parler de nos échecs, nos réussites. Toi, tu veux peut-être commencer. si tu veux. T'as des échecs un peu dans ta vie, après, échecs personnels ou professionnels. En réussite, pour moi, dans le sens où aujourd'hui on est quand même, je trouve qu'on a une belle vie, tu vois, dans le sens, enfin, on passe plein d'autres vies, donc je pars du principe que je réussis dans ma vie. Je pense que la réussite, elle a pas de limite aussi, tu vois, tu peux pas dire ça y est, j'ai réussi. Je pense que voilà, il y a aucune limite à la réussite et que c'est juste si tu te sens bien, c'est que tu as réussi au fond de toi, tu vois. On parlait dans d'autres podcasts un peu le côté financier, machin, tout ça. La réussite financière, pareil, elle a aucune limite dans un sens, mais après à toi de savoir ce dont tu as besoin pour vivre. Et voilà, on avait évoqué tout ça, nos besoins pour vivre par rapport à nos projets. Aujourd'hui, financièrement, j'ai réussi dans le sens où je me dis j'ai assez pour vivre et développer les projets que j'ai envie de faire. Après, dans ma vie perso, là c'est un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. Mais voilà, mais dans un sens tout va bien, la santé ça va, donc c'est déjà le principal, tu vois, ça aussi. Après professionnellement, j'ai envie de dire tout va bien aussi. Nous l'équipe au bureau, on développe plein de projets, on a plein d'idées, peut-être parfois un peu trop, mais voilà, je pense que Ouais, un peu trop, ouais. un peu trop, il faut faire des choix, mais voilà, à ce niveau-là tout va bien. Et la réussite, c'est aujourd'hui de vivre de ma passion. C'est la première réussite, on va dire professionnelle. C'est le plus important, tu vois. Aujourd'hui, d'être capable de dire, voilà, je vis de ma passion, je fais des photos, je fais des vidéos, je voyage, je vis des expériences incroyables aux quatre coins du monde. En fait, tu peux pas te plaindre de ça, quoi. Donc, c'est au fond forcément une réussite à mon niveau. T'as ce droit quand même de te plaindre sur certains autres points, mais c'est vrai que t'as quand même beaucoup de confort. Enfin, on a beaucoup de confort et bon, Ouais. on peut un peu moins se permettre de se plaindre. Mais c'est vrai que des fois, par exemple, il y en a qui disent que ouais, les riches n'ont pas le droit de... Enfin, je dis pas que t'es riche, mais il y a souvent cette connotation où ouais, les riches n'ont pas le droit de se plaindre parce que si, parce que ça. Mais en fait, non, c'est des êtres humains, ils ont le droit de se plaindre. Ah oui, clairement, tout le monde. Ouais. Donc tu dis on peut pas se plaindre, effectivement par rapport à un grand nombre de personnes on peut pas, mais on a aussi le droit, enfin là, Oui, c'est bien des sûr. problématiques. Il y a plein de problématiques, voilà, on en avait déjà parlé aussi, mais des problématiques dans nos vies privées et tout, qui influent sur la vie professionnelle, ou des problématiques de la vie professionnelle qui vont influer sur notre vie privée aussi. Et donc tout ça, on ne partage pas sur les réseaux, etc. Donc voilà, c'est tout ça qui est... Quand tu vis des moments de solitude, c'est des moments de solitude, hein. Tu peux avoir le confort de vie, le confort professionnel, mais si tu te sens seul ou pas bien ou triste, C'est ça. Bon, de toute façon, je pars du principe qu'on a chacun nos problèmes à notre niveau. c'est ça. C'est-à-dire que du coup, c'est pas parce que c'est bien ce que tu fais, t'es bien, tu accomplis tes rêves, etc., tu peux pas avoir de problème. Enfin, sinon, on part du principe que du coup, il y a toujours pire que nous, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Tu vois, les enfants qui meurent dans le désert africain, excuse-moi, mais oui, il y a toujours pire. Il y a des gens qui ont des cancers, il y a des gens qui sont malades. Donc, il faut pas se dire que parce qu'on est plus ou moins bien, parce qu'on réussit plus ou moins, qu'on doit pas se plaindre, qu'on doit absolument rester en phase avec ce qu'on fait, etc. Tu vois. Enfin, moi, c'est mon point de vue, mais... Et puis, par rapport à l'échec et la réussite, moi, je pense qu'elle est subjective et relative. Mhm.
C'est-à-dire que du coup, c'est subjectif parce que du coup, ça dépend à qui tu en parles. Tu parles à quelqu'un qui a des milliards, ta réussite, oui, t'as réussi, mais Si tu repars pour pour lui, lui financier, voilà, il va pour dire bah non, lui, t'as échoué. ouais, ou pour lui, il va dire ouais, enfin bon, t'as encore du taf, quoi, tu vois. Ouais. Tu parles à quelqu'un qui a jamais rien fait de sa vie, etc. Ta réussite, elle est énorme, tu vois. Ouais. Donc, du coup, je pense que la réussite, il faut toujours la La rapporter déjà à soi-même, à ses projets C'est perso, ça. à ce qu'on a envie nous de faire, quoi. En fait, c'est ça, par rapport à nous. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle est relative, c'est parce qu'elle est relative justement par rapport à tes objectifs que tu te fixes, par rapport à la vie que tu as vécue et d'où tu viens, tu vois. C'est pour moi une réussite de quelqu'un qui est parti de rien à quelqu'un qui a tout. La réussite sera beaucoup plus incroyable pour moi, hein, c'est parce que pareil, Ouais. c'est subjectif par rapport à mon point de vue, mais elle sera beaucoup plus incroyable que pour quelqu'un qui est parti avec des millions et qui a réussi à en faire une dizaine de plus, quoi, tu vois. Ouais, complètement. Par exemple, un Anthony Bourbon, que j'aime bien par rapport à ça, justement. Le mec, il avait pratiquement rien à voir, il était SDF. Et maintenant, bon, on connaît le succès qu'il a eu avec Feed et Blast maintenant. Et voilà, tu vois, le delta qu'il a fait, il est parti de très très loin pour aller très très haut. Pour moi, ça, c'est une vraie réussite, dans le sens où, du coup... C'est des parcours motivants. Voilà, Voilà, c'est si ça. tu te dis que même si tu pars de zéro, tu peux quand même y arriver. Et voilà, ça motive un peu les gens de se dire, même si tu ne pars pas avec beaucoup d'avantages, Mm. tu peux quand même réussir avec beaucoup de travail, sacrifice et tout. Mais c'est subjectif. Oui, bien sûr. Pourquoi moi je vois ça comme une grande réussite? Parce que je suis un peu dans le même cas que lui où quand j'étais jeune, pas beaucoup d'argent, etc. Donc du coup pour moi de réussir, de développer des entreprises, etc. Pour moi c'est une réussite énorme. Ouais. Mais il faut pas croire que parce qu'on part avec des sous et qu'on réussit, c'est pas une réussite non plus. C'est-à-dire que du coup, c'est ça, enfin, c'est pour ça que il faut. Parce qu'il y a beaucoup quand de gens même- qui partent avec beaucoup d'argent, qui le claquent, et donc qui ne savent pas quoi en faire. Et il y a une capacité d'investissement, de gestion derrière aussi. C'est ça. Oui, ou alors tout simplement, par exemple, tu vas réussir professionnellement, mais tu vas complètement, entre guillemets, échouer personnellement, et donc au final, tu as réussi d'un côté et pas de l'autre. Alors, après, tout dépend. Si tu t'en fous d'avoir une vie de famille ou d'être en couple et tout, ben, pas de souci, tu as réussi dans ta propre réussite qui est peut-être que professionnelle. A contrario, il y en a qui ont des familles peut-être grandes ou petites, peu importe, mais ceux qui leur convient, et c'est leur propre réussite, et ils s'en foutent de gagner des milliers des cents. Ouais, C'est pour ça que tu dis, oui, c'est complètement relatif, subjonctif. Subjectif, pardon. Et du coup, C'est ça que je suis présent pendant. et quels sont toi, du coup, on va dire tes échecs? Si on peut parler d'échecs, C'est ça, parce que échecs. voilà, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des choses parfois qu'on vit comme étant des échecs qui sont pour d'autres des réussites. À la vue des autres, une réussite. Ouais, Par exemple, je peux te prendre un exemple qui est un exemple perso du coup. J'ai réalisé un marathon. 42 km pour les gens. Ouais, 42, 195 je crois. Ok. Et ça c'était en octobre l'année dernière, c'était le marathon de Nice-Cannes. Mais tu vois, par exemple, je vais te dire 2 jours après l'avoir réalisé, ça a été un énorme échec pour moi. Je l'ai pris vraiment de manière très très profonde et ça m'a beaucoup marqué. un échec parce que quoi, tu vas pas terminer? Personnel, si je l'ai terminé, Ah oui, mais c'était un échec quand même. c'est un échec personnel. Au niveau du temps, tu t'étais Au niveau fixé, du temps, voilà, ouais, tu t'es voilà. fixé Oui. un temps, Voilà. et tu te dis, voilà, j'ai pas du tout. Et même sur la réalisation du Ouais. défi, ça a été un échec pour moi, Ok. tu Ouais, vois. parce que t'as pris un Mais- scooter au milieu pour finir et tout. De quoi? T'as pris un scooter pour Voilà, exactement. C'est un âge, ça te 4 ans, bah, j'ai acheté un peu de poids, j'ai récupéré un vélo sur le passage. Là, c'est bon. Non mais voilà, et en fait c'est vrai que je me suis rendu compte aussi avec le temps à la suite de ça que finalement il y a pour beaucoup de monde c'était vu comme une réussite parce que finalement il y a peut-être 1% des gens qui Bien sûr. finissent un marathon ou qui se lancent le défi de le faire et qui le font. Et c'est vrai que du coup c'est là où des fois il faut se poser les bonnes questions et se dire est-ce que c'est vraiment un échec ou est-ce que c'est vraiment une réussite? Et en fait pourquoi c'est un échec et pourquoi c'est une réussite? C'est-à-dire que du coup en quelque sorte, moi, quand j'ai fait le marathon, bon, je remercie ou pas mon meilleur ami parce que c'est lui qui m'a mis dans cette merde, mais c'est vrai que du coup, j'ai eu que 1 mois et demi de préparation pour réaliser le marathon, tu vois. Et c'est vrai que c'est rien quand tu vois, quand tu commences à discuter avec des gens de dire que tu as fait un marathon, etc. C'est minimum 6 mois normalement de préparation pour faire un marathon, tu vois, minimum. Et pour des coureurs aguerris qui courent tout le temps, tu vois. Et moi, c'est vrai que je cours de façon occasionnelle, mais je sais pas,
coureur de... Tout en faisant des placements de produits pour des restaurants au milieu, en mangeant bien comme il faut. Oui, mais après, après, je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup de crossfit, etc. Mais je fais du sport 4-5 fois par semaine, moi. Mais pas forcément de la course à pied. Et c'est vrai que quand même, quoi qu'il arrive, si tu veux courir 42 bornes, il faut quand même que tu habitues ton corps à courir longtemps. Ouais. C'est-à-dire pas forcément de manière intensive, mais de manière assez longue, on va dire, de faire des sorties longues, c'est ce qu'on appelle. Mais il faut aussi faire des fractionnés pour habituer ton corps et ton cœur à avoir une activité physique assez intense, tu vois. Chose que je n'ai pas fait pendant 1 mois et demi, tu vois. Et j'ai fait une seule sortie longue de 30 km. Enfin bref, tout ça pour dire que la préparation était vraiment merdique. Mais je sais pas pourquoi, je pense parce que c'est à cause de mon meilleur ami justement. Mais j'avais un objectif qui était, je pense, beaucoup trop haut par rapport à la préparation que j'avais, tu vois. Mais pour moi, la préparation que j'avais, elle me semblait cohérente avec le projet, tu vois. Et le problème, c'est que du coup, à vouloir avoir un objectif trop haut par rapport à ma préparation, ben, ça a été un énorme échec pour moi, du coup. Parce que t'as pas fait le temps. Parce que j'ai pas du tout fait le temps de réaliser, tu vois. Ouais. Mais pourtant, tu l'as terminé. Hein. Et donc, c'est une réussite de l'autre côté. C'est ça, parce qu'en fait, finalement... Il y a plein de gens qui ne finissent pas. Ah mais oui, déjà, donc ça veut dire qu'ils finissent pas, donc ça veut dire déjà ne pas le faire. Moi je sais qu'aujourd'hui c'est pas déjà quelque chose qui me plairait comme projet et tout, mais oui, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent, qui ne le finissent pas. Donc déjà être capable physiquement de faire ces 42 bornes, peu importe le temps que tu mets, c'est déjà une première réussite. Donc c'est ça que Oui, parce qu'au final, moi je l'ai quand même fait en 4h45, tu vois. Ouais. C'est pas non plus déconnant. Mais je m'étais fixé 3h45, 4h, tu vois. Donc dans ta tête, quand tu fais 45 minutes ou 1 heure de plus, autant te dire que ça te mine, tu vois. Mais en vrai, quand maintenant je prends du recul par rapport à ça, quand je vois en fait mon réel pace, enfin, en gros le temps au kilomètre que je fais habituellement et mon rythme moyen, je me dis que c'était vraiment déconné de se mettre un objectif aussi haut, tu vois. Surtout pour une première fois. Et surtout pour une première fois, surtout pour un marathon, sans entraînement, tu vois. Pour autant, tu vois, t'avais qu'1 mois et demi de préparation et tu t'es dit, bon, mais écoute, il n'y a pas de normalité. Enfin, la normalité, c'est 6 mois, je vais quand même le faire. Et tu l'as fait, comme on disait la dernière fois, de manière imparfaite. C'est ça. Et tu l'as fait. En plus, tu l'as réussi. Et tu aurais pu ne pas réussir. Tu as réussi. Et donc, non, mais je veux dire, toi, oui, tu as réussi à terminer au moins le marathon. Après, oui. Ton ambition, c'était de le terminer avec un timing plus court. Mais dans l'idée, au final, déjà, tu t'es pas dit, ok, normalement, c'est 6 mois, et donc t'as pas repoussé le truc. Tu l'as fait de manière imparfaite. Et ça, déjà, c'est cool. Parce que les gens vont à chaque fois se dire, ok, j'ai pas 6 mois devant moi, donc je décale, et au final, je ne le fais jamais. Ouais, c'est vrai. Et toi, tu l'as quand même fait. C'est pour ça qu'en fait, il faut juste, je pense, pour se satisfaire soi-même, il faut pouvoir se fixer du coup des objectifs qui sont déjà réalisables, en fonction du coup des capacités que l'on a, quelles qu'elles soient, et du coup d'être assez lucide sur les choses. Je pense que je n'ai manqué clairement de lucidité. Parce que sinon on n'est pas capable en fait de gérer derrière son échec en soi. Parce que tu te dis tiens, je vais faire le marathon en 2 heures. Non, en fait, ne dis pas de conneries, c'est pas possible en fait, tu vois. Donc alors c'est possible, mais quoi qu'il en coûte, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est comme la citation qui dit vise les étoiles et au pire t'atteins la lune. Donc au final, c'est mieux aussi de viser trop loin, mais un peu trop loin. Mais il faut être conscient de si tu n'y arrives pas, de gérer cet échec-là. Parce que si tu n'es pas conscient de ça, de viser la lune mais pas les étoiles. Et ben derrière, ça peut te retomber dessus et c'est un gros coup de massue, tu vois. Ouais. Il faut être conscient. Clairement, quand je suis arrivé, faut dire que j'étais au fond. C'est-à-dire que du coup, déjà, en fait, la réalisation a fait que au plus d'une dixième je commençais à avoir des crampes, je vomir 31 km, j'ai marché pendant 10 bornes en mode log zombie, comme ça. Enfin, j'étais vraiment au bout de ma vie, les gars. Je vous promets, c'était une expérience incroyable, dans le bon sens et dans le mauvais sens, parce que du coup, quand tu es en train de courir, d'un coup tu es obligé de t'arrêter et que tu dois marcher pendant 10 bornes et que tu te dis, waouh, si je m'arrête là, genre en gros, mon objectif de vie, enfin, mon objectif de vie. Là t'as vraiment tout échoué, quoi. 100%. Donc là, du coup, le seul truc qui me rattachait à l'objectif, c'est de me dire, il faut que je termine. On va finir, ouais. À minima, il fallait que je termine, tu vois. Donc là, du coup, tu es en mode dans ta tête pendant 10 km. C'est énorme. À marcher, où là, tu te dis, waouh. Là, je les voyais plein, les gens sur le côté qui s'arrêtaient et tout. Mais même juste pour s'arrêter pour boire, tu vois. Ouais. Je m'arrêtais même pas. Enfin, je prenais à boire, mais je m'arrêtais même pas parce que je me disais, si je m'arrête, c'est sûr que je m'arrête, tu vois. Et si je recommence à courir, parce qu'il y a ça aussi après, dans la gestion de l'effort, je me disais, mais si je commence à recourir, je vais avoir des crampes qui seront
tellement forte que je vais être obligé de m'arrêter. T'as Donc tempéré. là, du coup, en Ça fait, marche. c'est ça. C'est que du coup, en fait, dans mon effort, je me suis redonné des objectifs. Ouais. Pour pouvoir les réussir. C'est-à-dire que du coup, mon objectif, quand je voyais qu'il n'était plus réalisable, parce que mon corps ne répondait plus, clairement, du coup, j'ai quand même eu cette lucidité-là dans l'accomplissement dans mon objectif, de me remettre un objectif différent, qui là, du coup, était le finir. Ouais. Il n'était plus, du coup, le finir dans un certain temps, et ça aurait pu être de le finir en 4h30, ou je sais pas, mais là, c'était plus tout ça. Et j'ai réadapté mon objectif en fonction de mon état actuel, tu vois. Tu vois, c'est une bonne leçon parce que là, bon, toi, tu donnes l'exemple du marathon et malheureusement, ça n'a pas parlé à beaucoup de monde parce que Ouais. très peu de monde font du marathon. Mais l'histoire, elle est très bonne parce que les gens, il faut qu'ils arrivent à adapter ça à leur vécu à eux, à leur prochain projet en se disant voilà, j'ai une idée en tête, mais si au cas où elle n'aboutit pas, je vais tout donner pour que ça aboutisse. Si au cas où ça n'aboutit pas, parce que ça peut arriver, il y a grande chance que ça n'arrive pas, il faut être conscient que ça ne peut pas arriver. Et comment je vais gérer ce moment où ça n'arrive pas, comment je vais en retirer les points positifs de ce qui n'a pas abouti, et comment de ces points négatifs en soi, enfin, tu vas prendre le positif, mais c'est un truc négatif à la base, mais tu vas prendre le positif de ça pour en faire quelque chose d'encore plus positif et de réussir la prochaine fois. Et c'est surtout en fait la résilience, c'est-à-dire dans Ouais. le sens où il faut toujours en fait se réadapter à notre environnement, le comprendre et se redonner finalement des objectifs qui sont du coup là maintenant réalisables pour atteindre ce que tu veux faire, tu vois. C'est-à-dire que là du coup par exemple pour le marathon, si j'avais voulu continuer à m'entêter dans le fait que je voulais finir dans ces temps-là, etc., je pense que je l'aurais pas fait. Enfin, je l'aurais pas fini. Ouais, ouais. Parce que du coup, j'aurais voulu continuer au bout du 28, 29, 30 km quand j'ai commencé à pas être bien, à avoir des crampes, etc. Si j'avais pas commencé à marcher et que j'aurais voulu continuer à courir parce que dans ma tête, j'aurais été têtu et je me serais dit non, je vais terminer dans ce temps-là, etc. Peut-être qu'au 34e, j'aurais été obligé, contraint d'arrêter. Donc c'est là où. T'as mis ton écho de effectivement, côté, Ouais. en t'as fait, tempéré c'est ça. pour perdurer. Et c'est aussi de la discipline. Tu vois, derrière, pour être capable de réaliser ça, et en fait, la discipline, le truc, c'est la capacité à se motiver et à être engagé pour arriver à quelque chose. Tu vois, enfin, c'est aussi, il y a beaucoup de discipline derrière ça. Tu vois, il y a beaucoup d'entraînement, il y a du mental, il y a plein de choses qui font que tu arrives et de la motivation. Alors, il y avait un truc que j'avais parlé hier sur le mental. Je trouvais ça trop marrant, l'exemple. Je sais pas, je te rappelle au bureau. Genre, j'avais vu un truc d'un mec qui disait le mental n'existe pas. Et je vais te faire l'exercice à ton endroit. Oh putain. Il disait le mental n'existe pas, c'est que la motivation. Par exemple, là, si je te dis, Ah oui. tiens, s'il faut courir, par exemple, 100 km, Ouais. faire un marathon de 100, ça ne rappellera pas un marathon, mais il faut courir 100 km et il faut arriver jusqu'au bout. Est-ce que là, tu le ferais? Genre, Je pense que oui, mais. Bon, ok, l'exercice. Si, dis-moi à 1000 km du coup. Ouais, mais après. Non, mais un truc quand même. Non, parce que les 100 km c'est possible. parce que Moi, tu courrais j'ai 100 50 km avec, je sais pas, 20 kg sur le dos, quoi. Genre, Ouais, non. techniquement, tu vois, genre, Bon, t'aurais pas vraiment envie, quoi, dans Non. un sens, tu vois. Ça te motive pas vraiment de le Non. faire. Maintenant, si je te dis, je te donne 50 millions et tu le fais. Ouais, ça va encore plus motiver. Bon. Ok, donc juste avant, en fait, t'avais pas de mental pour le faire, mais maintenant, je viens de t'ajouter la motivation. Mm. Et donc maintenant, tu veux le faire. Mais tu vois, je trouvais ça, enfin, Mais l'exercice. c'est très Oui, cool, oui. le mental avec la Parce que motivation. c'est relatif, c'est-à-dire que notre motivation interne, c'est toujours l'argent. Mais si on n'était pas. Non, ça peut être forcément- l'argent ou autre chose, tu Ah, vois, ouais. ça peut être dire, tiens, enfin, d'un coup, si un truc horrible, mais genre, est-ce que tu veux courir 100 km, tu vas me dire non, est-ce que, demain tu meurs si tu cours pas 100 km, Oui, tu vas le faire, tu vois, genre, d'un coup, tes Ouais. motivations, c'est de survivre, donc ça peut pas être que l'argent, ça peut être plein d'autres choses, ouais. tu vois, c'est où ta société s'écroule, j'en sais rien, n'importe quoi, voilà. Et à chaque fois, en fait, c'est juste donc on voit que la motivation, c'est le cœur de tout, en fait. Ah, mais alors, du coup, discipline, tu la verrais comment alors? Mais parce que la discipline, pour moi, c'est la motivation, c'est ta capacité d'être motivé et de t'engager pour réaliser quelque chose, quoi. Mais dans ton exemple, du coup, à quel moment, du coup, la discipline aurait pu remplacer la motivation? Non, parce que non, c'est Non, mais tu vois, dans le sens où c'est du coup. corrélé, ouais. Bah, c'est-à-dire que t'as la motivation et donc t'as le mental, et après, bien sûr, t'as aussi la discipline pour continuer à être motivé et atteindre tes objectifs. Ah, mais tu disais que du coup, on n'avait pas de discipline avec que de la Pas motivation. de mental. Non, pas de mental. Mental. Bon, après, mais bon, en même temps, au final, c'est la même Non, parce chose. que moi, pour moi, ça a été. C'est juste, t'as pas de mental si t'as pas de motivation. Mais Ouais. si t'as de la motivation, t'as du mental. C'est ça. Ouais, Mais c'est sûr que oui, le mental il est hyper important parce que là clairement j'aurais jamais pu finir par exemple ce marathon si j'avais pas eu de mental. Non, mais c'est sûr aussi. C'est évident. Ouais, mais aussi la motivation derrière, c'était de te dire,
je veux réussir pour moi, je veux réussir, je veux me dire que je n'ai pas tout échoué. Ta motivation, c'est qu'à la fin, tu pourras te dire, ok, j'ai échoué parce que je ne l'ai pas fait en 3h45, mais j'ai réussi parce que je l'ai fait au moins. Et je trouve que la motivation, c'est ce qui va te pousser, mais c'est surtout la résilience qui va te maintenir. Ouais, c'est vrai. Te dire, non, je suis résilient, vas-y, c'est bon, j'ai raison, je vais au bout, qu'importe ce qu'on me dit à côté, j'y arriverai. Ouais. Toi, t'es quelqu'un de très résilient. Quand tu veux... Ah oui, moi, Quand tu veux te lancer, il faut vraiment qu'on soit peut-être 100 dans la pièce pour te dire vraiment, là, t'as tort, arrête. Mais sinon, si on n'est que 5 ou 6, normalement, t'es assez résilient pour continuer. Mais j'exagère, mais... Ah, c'est vrai que, ouais, enfin, quand j'ai une idée en tête... Je pense qu'on est tous les trois résilients. Oui, non, ça c'est clair. Mais voilà, quand on a une idée en tête, si on l'a en tête, c'est qu'on pense qu'elle est bonne déjà. Et soit vraiment on te prouve par A plus B, attention, c'est vraiment une connerie, genre tu vas mourir en faisant ça, ou j'en sais rien, tu vois. Mais sinon, je me dis, je vais la faire parce que comme j'ai pas peur en soi de l'échec derrière et que je suis conscient de tout ça, c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent pas parce qu'ils ont peur de l'échec, ils ont peur de la gestion de l'échec. Et nous, comme on a en soi moins peur de la gestion de l'échec, qu'on arrive à bien le gérer, on peut se lancer, se dire, bon, ok, on va le faire parce qu'on veut le faire, parce qu'on croit en notre projet, et si ça échoue, bah, c'est pas très grave. Et tu vois, moi j'avais l'expérience il y a plus de 10 ans, le nom ici Stories, c'était le nom d'une application que je voulais lancer. Et c'est pour ça aussi que je l'ai utilisé maintenant, parce que je voulais vraiment l'utiliser ce nom et qu'il a du sens pour moi et tout. Et peut-être cette application un jour je la lancerai, mais il y a 10 ans quand j'ai voulu le faire avec mon ami Didier qui est développeur, j'ai investi plus de 20 000 euros dans ce projet-là, donc j'ai mis toutes mes économies. Donc est-ce que c'est une bonne idée à l'époque? Mais j'ai vraiment... Est-ce que c'était un échec? Donc ça a été un échec, puisqu'en fait on est arrivé à un moment où on a commencé à bien développer le truc, mais on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de contact d'investisseurs. En fait, on avait un investisseur qui était intéressé, malheureusement pour des raisons personnelles, il n'a pas pu le faire. J'avais aucun réseau, lui, Didier, n'avait aucun réseau, et donc en fait, on était sur un type d'application où si tu n'as pas d'argent à l'instant T, tout s'écroule. Donc on a tout arrêté. Ou rien ne commence, quoi, du coup. Ouais, rien ne commence, quoi, tu vois. Donc ton idée s'écroule, ton projet, etc. Moi, mes 20 000 euros mis dans un développement d'une application qui sortira pas, t'as juste une application qui sert à rien, qui 10 ans après maintenant ne sert plus à rien, le codage est plus le même. Donc c'est même pas, tu dis bon, je la ressors dans 10 ans, tu vois. Genre ce que j'ai fait avant, c'est poubelle. Mais j'ai appris plein de choses de ça. J'ai évolué, j'ai lancé le projet. Tu vois, je me dis que si j'avais lancé peut-être, c'est toujours ça que je me dis, c'est que si les choses se font pas, c'est qu'elles devaient pas se faire. Et donc après, voilà, j'ai développé plein de trucs, j'ai voyagé, j'ai fait ma formation qui a cartonné, etc. Donc, je me dis toujours, si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Ça, maintenant, ça marche bien, j'ai lancé d'autres projets, et celui-là, je le lancerai peut-être un autre jour, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, on le voit aujourd'hui, on ne parlera pas en détail, mais on veut lancer quelque chose ensemble. Nous, avec Didier, maintenant qui rentre dans notre équipe, on a plus d'expérience, nous. Didier a plus d'expérience, plus de réseau. Et donc, on sait que ce problème d'investisseur, on ne l'aura pas. Tu vois? Donc, je me dis, en fait, c'était un échec avant, dans un sens. On ne peut pas appeler ça une réussite. J'ai pas fait, mon projet n'a jamais abouti. Mais j'ai appris plein de choses. Ça m'a permis d'être patient aussi. Savoir être patient, ça, c'est important. Et aujourd'hui, on lancera autre chose. Et peut-être que cette idée Stories, on la lancera un autre jour quand on aura peut-être des investisseurs. Quand nous, peut-être, on aura des fonds pour le lancer nous-mêmes. J'en sais rien, mais je ne le prends pas en fait comme un échec à 100%. Et c'est ça qu'il faut être capable de gérer. C'est pour ça que je pense qu'aussi il faut bien distinguer l'échec et la réussite de la gestion de l'échec. Tout à fait. Parce que pour moi, il y a quand même beaucoup d'échecs qui amènent à la réussite. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même, juste on prend un exemple, quand toi tu le sais plus ou moins, mais ton enfant, quand il essaie d'apprendre à marcher, on est d'accord qu'il tombe 150 000 fois avant de réussir. Et résilient inconsciemment à se dire vas-y, je retente jusqu'à ce qu'il y arrive. C'est la même chose. Mais c'est surtout que s'il avait jamais essayé ou s'il avait jamais échoué, il n'aurait jamais réussi à marcher. Je pense pas que du jour au lendemain, l'enfant, si tu le prends, tu le mets comme ça, il commence à marcher. Mon fils, oui. C'est ça, super heureux, c'est pour ça. Mais non, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut être ok avec le fait que c'est normal d'échouer. C'est pour ça que je pense qu'il faut parfois passer par des échecs pour vraiment réussir personnellement. C'est-à-dire que du coup, comme on vient de le dire, c'est toujours dépendant des objectifs qu'on se met et est-ce qu'ils sont organisables ou non. Moi, je prends toujours cette image de l'échelle, tu vois, où les barreaux de l'échelle, il faut quand même qu'ils soient assez rapprochés pour pouvoir réussir à monter, tu vois. Si tu utilises des objectifs à chaque fois trop hauts et que les écarts entre les barreaux de l'échelle sont beaucoup trop hauts, tu prends le risque de devoir sauter et de te casser la gueule, tu vois. Ah, c'est un bon exemple. Donc du coup, faut prendre le temps
de monter à l'échelle. Des fois, tu vas peut-être glisser sur un des barreaux, donc c'est peut-être un échec, tu vois, autant tu vas croire qu'il y a un barreau, mais tant il n'est pas là, et donc du coup, tu vas peut-être échouer. Tu recules un peu. Tu recules un peu, mais tu vas continuer à monter, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que l'échec, tu vois, par exemple là, pour mon cas, c'est normal qu'il soit là, Mm. parce que j'avais pas mis les bonnes conditions pour réussir. T'avais pas mis tous les barreaux? Non. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, mais clairement, Mm. clairement. Ouais. Mais par contre, du coup, il va me servir. C'est pour ça que la gestion de l'échec, c'est ça. C'est comment je vais me servir de cet échec pour pouvoir réussir la fois d'après. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse et quel est l'apprentissage qu'il faut que j'ai par rapport à cet échec-là pour avancer. Tu vois, si je prends du coup le côté pro maintenant par rapport à notre expérience. Donc, moi, j'ai fait une formation d'ingénieur et j'ai bossé chez EDF dans le bureau d'études, entre guillemets. Non, ce n'est pas dans ce domaine-là. Moi, c'est dans le domaine du génie civil. C'était suivi d'études de béton pour les coulages en centrale nucléaire, donc rien à voir. Mais du coup, en fait, quand j'ai terminé chez EDF, j'avais été contacté en ancienne boîte et du coup, JK. Et là, du coup, on m'a proposé un poste commercial, tu vois, de chargé d'affaires. Et sur le coup, je me suis dit, bah non, Ouais. c'est pas du tout ma formation, je n'ai jamais fait de commerce de ma vie. Je sortais d'école, j'ai fait un an d'expérience chez EDF dans bureau d'études, donc hyper technique, hyper technique. Et là, on me propose ça, et finalement, je me dis, bah allez, pourquoi pas, tu vois. Et en fait, ça a été un échec les 6 premiers mois, parce qu'en fait, je me rendais compte, je savais pas faire, j'ai fait 0 chiffre d'affaires pendant 6 mois, tu vois. Ok. Et là, tu vois, j'aurais pu me dire, vas-y, arrête tout, tu vois, genre, c'est pas pour toi, c'est pas quelque chose Bien sûr. qui est fait pour toi, t'as pas appris ça à l'école, donc c'est un peu compliqué de se mettre dedans. Mais vu qu'en fait, dans le commerce, c'est quand même, enfin, surtout dans le domaine dans lequel j'étais, c'est des processus longs, tu vois. C'est-à-dire que du coup, c'est minimum 6 mois, 1 an pour décrocher des affaires. Parce que du coup, bon, je ne vais peut-être pas étaler le truc, mais voilà, c'est des processus qui sont quand même assez longs. Et en fait, il faut avoir cette résilience-là de se dire, mais en fait, ce que tu fais maintenant, c'est pour plus tard, tu vois. Et donc, du coup, moi qui suis un peu quand même résilient et qui aime pas échouer, ben, du coup, ça m'a servi de motivation parce que du coup, je me suis dit, non, mais attends, c'est pas possible que tu fasses 0 chiffre d'affaires pendant 6 mois, tu vois, tu vas être de cul et t'inquiète pas, ça va commencer à payer plus tard, tu vois. Et au final, bah, les 6 mois d'après, j'ai réussi à faire plus de chiffre d'affaires que celui qui était avant moi n'avait fait l'année d'avant. Ok. Ah, c'est pour ça que t'es blindé. Non, mais rien à voir. C'est pas moi qui suis même laissé entreprise, mais pas moi. Bah, mais c'était un peu déprime par rapport à ça, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, si j'avais pas passé le cap de mon ego, Oui, oui, bien sûr. parce qu'en gros, qu'on se le dise, la plupart du temps, c'est C'est notre ego qui l'échec. parle, ouais, c'est- ouais. parce qu'en vrai, si notre ego était de côté, si on était ok avec ça, bah, ça nous toucherait moins. Tu vois, moi maintenant, quand j'échoue, je suis moins impacté personnellement parce que j'ai réussi à travailler sur mon ego et que du coup, mon ego, j'arrive à. Il faut qu'il soit là, parce que du coup, ça a des côtés positifs, mais la partie négative de l'ego, il faut savoir la mettre de côté. Une fois que tu arrives à mettre de côté ça, tu verras que tu vas vivre des échecs de manière totalement différente. Tu vas pouvoir avancer beaucoup plus rapidement, avoir beaucoup moins de freins. C'est vraiment le jour et la nuit quand tu arrives à passer ce cap. C'est vrai qu'à l'époque, du coup, bah, mon ego, il avait pris quand même tarif, tu vois, par rapport à ça. Mais le fait de continuer, le fait de me dire, du coup, le fait que j'avais énormément échoué, j'avais beaucoup appris de ça, tu vois. Pourquoi, pendant 6 mois, je n'ai pas fait de chiffre d'affaires? Mm. Parce que du coup, j'étais pas bon au phoning, j'arrivais pas, du coup, à démarcher les bons clients. Quand j'allais voir les clients, j'avais pas le bon discours, j'étais pas impactant dans ce que je disais, j'étais pas du tout à l'aise avec plein de choses, je m'organisais très mal sur mes tournées. Et en fait, tout ça, ça m'a permis vraiment de trouver une bonne osmose, une bonne harmonie dans le futur. Et en fait, au fil du temps, en fait, j'ai commencé à faire de plus en plus de chiffre d'affaires par année, parce que je m'organisais mieux, parce que j'avais un meilleur discours, parce que je connaissais mieux mes produits, parce que je savais où aller, quand, comment. Et en fait, ça m'a permis de me réorganiser, de me prendre tellement de portes dans la tête, que du coup, après, quand j'en prenais, je me disais, c'est pas grave, c'est normal. Et du coup, en fait, c'est ça de la résilience, de se dire, bah ok, c'est pas grave, j'ai vécu des échecs, mais maintenant, ces échecs-là, ils m'apprennent pour l'avenir, tu vois. J'ai su te poser les bonnes questions. Puis C'est ça, ça. t'en as tellement encaissé que tu t'es. C'était endurci. Ouais, Ouais, je prends toujours l'exemple, tu vois, des plantes. Mais j'avais vu un documentaire sur, c'est un peu fou, mais sur les tomates. Parle-nous de tomates. Parle-nous de Par potager. exemple, petit potager. Mais en fait, les tomates. Tomates, fruits ou légumes? Bon, tu sais, tu répondras à la question plus tard, on s'en fout. C'est pas le sujet. Je crois que c'est un fruit. Hein. Ouais, je crois, ouais. Ouais, bon, bref, on s'en fout. Mais en fait, du coup, il y a des coulis de tomates qui valent de l'or.
Parce que du coup, oui, c'est parce qu'en fait, du coup, ça peut donner des nouvelles, des races de tomates qui permettent d'être ultra nutritives, etc. Bref, tout ça pour raconter la première histoire que je veux vous raconter. Parce que je fais C'est, longtemps. voilà, c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte que des tomates qui poussaient en serre étaient beaucoup moins nutritives que des tomates qui poussaient dehors. Pourquoi? Parce qu'en fait, celles qui poussaient dehors subissaient énormément d'aléas climatiques, que ce soit du coup la sécheresse, le vent, etc. Et en Plus de fait, contraintes. ça, plus de contraintes. Et toutes ces contraintes-là amenaient du coup la tomate à avoir des meilleures racines qui étaient beaucoup plus ancrées, donc qui allaient chercher du coup des nutriments beaucoup plus importants dans la terre. Et donc du coup, elle donnait peut-être une tomate qui était peut-être moins grosse, moins belle, etc., mais qui était beaucoup plus intense, nutritive, etc. Alors que du coup, dans la serre, tu avais des tomates parfaites. Elles étaient Sans contrainte. rondes, magiques, elles étaient super belles, prêtes à, tu vois, celles qu'on voit dans les maraîchers, Plus superficiel du coup. plus superficielles. Et du coup, vu que du coup, elles poussaient, tu sais, en grappe, enfin, Ah oui, non, mais oui, tu sais, oui. tu sais, dans les serres, ils mettent Les tuteurs. des tuteurs, merci, pour justement les faire pousser en hauteur, tu vois. Mais ça veut que du coup, elles vont très très haut, mais du coup, vu qu'elles n'ont pas beaucoup de racines, elles ne sont pas beaucoup ancrées, mais en fait, elles n'avaient pas beaucoup de nutriments, tu vois. Donc en fait, c'est là où des fois, il faut se rendre compte aussi de la valeur d'une personne. Ça, je fais le rapport par rapport à ça. La valeur d'une personne, c'est pas forcément par rapport à ce que tu vois, mais par rapport à les expériences qu'elle a vécues. Quelle tu vois. expérience, ouais. En fait, la tomate a beaucoup, l'autre, elle a beaucoup d'expérience, elle a vécu plein de choses négatives, Exactement. qui fait qu'elle a Elle su a- s'adapter pour Il a sortir du endurci, positif. surtout. Et qu'il a endurci. Certainement, elle a payé des coups, mais en même temps. Exactement. C'est pour ça que du coup, des fois, il faut faire attention à l'image qu'on a des gens. C'est pour ça qu'il faut toujours creuser. C'est pour ça que j'aime bien, moi, toujours discuter avec les gens, mais en profondeur et pas simplement de manière superficielle. Ouais. Et c'est pour ça que toujours le salut, ça va. Moi, quand je te dis ça va, c'est je te pose vraiment la question. Tu vois, il y en a beaucoup qui font ça de manière superficielle. Bien sûr. Mais est-ce que ça va vraiment, tu vois? Bon, bref, tout ça pour revenir au sujet principal qui est du coup que c'est parce que le pied de tomate, et non pas la tomate, mais le pied de tomate a vécu des échecs, a vécu des sécheresses, a vécu des moments très difficiles, qui fait que du coup, la tomate qui va donner, donc le fruit qui va donner, donc l'entreprise que tu vas créer, va être hyper bonne. Parce que du coup, toi-même, tu auras vécu énormément d'échecs qui vont faire que maintenant, tout ce que tu vas toucher va être une réussite. Tu vois. Mais tu vois, le gros souci, moi, je trouve, c'est que en fait, on nous dit que la réussite, il y a plein de gens qui disent, mais t'inquiète, tu vas réussir, t'inquiète, ça va arriver. Tu vois, genre, on est trop formaté de partout, que ce soit même à l'école, déjà, même notre entourage, nos familles, nos amis, à nous dire, nous rassurer, en disant, mais t'inquiète, tu vas réussir, ça va arriver. Mais en fait, les gens ils ne sont pas conscients que, ok, il faut de la patience pour réussir, mais il y a plein d'autres choses, et c'est exactement tout ce que tu viens de dire. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices et des échecs aussi, en fait. Et en fait, on ne nous formate jamais à apprendre tous ces échecs-là, à la gestion des échecs. On nous dit non, mais tu vas réussir. Non, 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 non. D'abord, tu vas échouer, un petit peu peut-être, et après, tu vas réussir. Mais ça, en fait, on ne nous le dit jamais. Donc, la plupart des gens s'attendent absolument à réussir à chaque fois, et comme ils ne réussissent pas, ils se prennent un gros coup derrière la gueule, et là, ils disent ah non, mais mince, comment je vais faire? Et ils ne savent pas gérer. Et c'est là un gros Et problème. surtout, le plus souvent, ils arrêtent, ils veulent plus rien faire parce que du coup, ils ont eu un échec tellement fort que du coup, ils disent bah, c'est bon, non, je vais pas retenter, C'est ça. surtout pas retenter. Regarde le cas des entrepreneurs français par rapport aux entrepreneurs américains. En France, dès que tu échoues une boîte, on te montre du doigt, on dit que t'es une merde. Ouais, c'est vrai. Genre, on te dit. Tu dis, je te l'avais dit. Déjà. Ouais, je te Ouais, l'avais tu l'avais dit, dit. tu vois, Ouais, tu sais pas gérer une société, franchement, ne retente plus jamais rien, tu vois. Donc le plus souvent, tu vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont échoué une première fois dans leur business et qui disent, bon, ben c'est bon, je suis pas fait pour l'entrepreneuriat, Ouais. le business c'est pas pour moi, je sais pas me vendre, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. Aux États-Unis, quand tu plantes une boîte, on te dit, bravo. Parce que tu as appris, maintenant tu sais comment ne pas faire des choses et maintenant tu sais comment réussir. Et la vision, non, ne pas refaire les mêmes conneries que tu as faites, quoi, en gros. C'est pour ça que du coup, tout est relatif. Pareil, tu réussis par rapport à quoi? Par rapport à qui? Qui te dit que tu as réussi? Ouais. Si c'est toi-même. Normalement, c'est toi-même qui dois te dire que tu as réussi. Parce que si tu attends, du coup, des compliments ou une reconnaissance d'autres personnes, je prends mon cas, mais tu vois, l'école d'ingénieur, par exemple, bah, c'est pas quelque chose que je voulais faire, tu vois. J'ai réussi, mais je l'ai réussi pour qui? Pour mes parents, tu vois. Ouais. Donc, Mon au entourage. contraire, je pense qu'on te dit plus, ah, t'as réussi, t'as réussi, t'as réussi.
Donc de manière plus facilement, on va te dire ah t'as réussi, t'as un enfant, t'as réussi, t'as un bon job. Alors qu'en fait oui c'est ça, complètement parce que du personnel coup, de se dire est-ce que j'ai vraiment réussi Parce que pour moi, finalement, l'école d'agir, c'est pas vraiment une réussite, tu vois. Parce qu'en vrai, je m'en fous. Parce que du coup, en plus, maintenant, tu regardes, je fais complètement Une autre chose. à l'opposé de ce que j'ai fait. Et au final, je me dis, est-ce que c'est vraiment une réussite parce que j'ai perdu. Enfin, est-ce que j'ai pas perdu 5 ans de ma vie à faire des études que j'aurais pu faire et du coup développer peut-être 3 ou 4 entreprises de Ouais, mais là, une fois, pas de regret, genre. Non, mais j'ai pas de Bien regret sûr. par rapport à ça parce que maintenant, ça m'a beaucoup servi. Et effectivement, le fait d'avoir Tu auras toujours appris voyagé, quelque chose, en fait. j'ai appris énormément Ouais. et et peut-être que je serais pas ce que je suis maintenant sans ça. Ouais. Mais on peut toujours se poser la question de, avant de vouloir réussir quelque chose, est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Qui je veux satisfaire en réussissant ce que je réussis? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est les autres? Parce que si on le fait pour les autres, ça marchera jamais. Et du coup, on sera jamais satisfait nous-mêmes. Et donc, du coup, on le verra jamais nous-mêmes comme une réussite. On le verra forcément comme un échec. Donc il faut juste faire attention dans tous les projets qu'on entreprend. Je pense, enfin, c'est comme mon point de vue, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention d'être sûr de faire les choses pour les bonnes raisons. Ouais. Et tant que tu ne te réponds pas à la question de qui je vais satisfaire, je vais me satisfaire moi-même, et ce sera une réussite pour moi et pas pour quelqu'un d'autre, c'est que tu ne fais pas de projet pour la bonne raison. Tu vois. Et donc forcément, tu vas rencontrer des choses. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais tu le sauras. Ouais. Donc le plus important, se connaître soi-même. Ça c'est le truc le plus important dans tout ce qui est réussite, parce que le but, ok on parle des échecs, le but c'est de réussir dans sa vie de manière personnelle, professionnelle. Première étape, apprendre à se connaître. C'est ça. Il y avait un exemple que j'avais donné dans le précédent podcast pour les gens s'ils l'ont écouté ou pas, mais sur la réussite avec Thomas Edison qui fait l'ampoule. Juste pour le répéter rapidement, mais qui disait voilà, j'ai pas échoué 1000 fois avant de faire une ampoule, mais j'ai trouvé 1000 façons de ne pas faire une ampoule avant d'en faire une. Et tout ça, c'est exactement ça. Et il y a un autre exemple que j'adore de Michael Jordan qui dit j'ai tellement échoué dans ma vie que c'est pour ça que j'ai réussi. Et là, ça revient à l'exemple que tu donnais avec son fils, en fait, où nous tous, quand on est né, quand on est, avant de marcher, on va échouer plein de fois avant de réussir à marcher. Ben là, un sportif et dans n'importe quel domaine, avant de mettre un panier de basket, même si l'aboutissement c'est ok, c'est mettre le panier, c'est quand même beaucoup plus simple de louper le panier que de le réussir. Tu prends un foot, tu prends un surfeur, c'est quand même plus simple de tomber de la planche que de surfer toute la vague. Et en fait, dans le sport, c'est bien parce que ça soit à titre personnel ou professionnel, tu t'aperçois, là c'est un exemple parfait pour tout le monde, tu t'aperçois combien de fois tu dois échouer avant de réussir quelque chose, et même quand tu l'auras réussi, il n'est pas acquis. C'est-à-dire, quand tu as réussi ton panier de basket, ça y est, c'est pas parce que tu l'as mis que tous les prochains, tu les mettras. Et en fait, lui, c'est pareil, il expliquait que pour lui, maintenant, un panier, il réussissait peut-être 99 fois sur 100 quand il est tout seul face au panier. Mais en plein match, avec le stress, avec les adversaires, avec plein d'autres choses, et ben, il va louper le panier au moment où il fallait le mettre pour gagner. Et il expliquait, je ne sais plus combien de paniers il a loupé qui a engendré la perte du match. Et il disait, mais c'est grâce à ça qu'en fait, j'étais encore plus performant pour le match suivant. Tu vois, et ça, en fait, je trouve ça ultra passionnant et ultra motivant en fait, de prendre ces exemples-là, peut-être de superstars, mais que tu peux adapter toi à ta vie derrière. Complètement. Pour aller dans ce sens-là, je pense que c'est important d'échouer aussi. Quand je vois, moi, dans mon entourage, pour prendre le cas d'un enfant qui est en train d'apprendre à marcher, et je le dis parce que du coup, j'ai pu le voir et je vois la problématique qu'il y a derrière après, mais dans mon entourage, j'ai vu un enfant, par exemple, qui, quand il tombait, on allait le relever. Tout le temps. Ouais. C'est-à-dire que du coup, en fait, si on met un parallèle comme ça par rapport à l'échec, etc., c'est-à-dire que du coup, au lieu qu'il échoue par lui-même et qu'il apprenne de ses erreurs en disant « Ok, je suis tombé, il faut que je me relève, donc il faut que je pousse avec mes bras pour me relever. » Essayer de marcher, tu vois, pour marcher, au lieu qu'on me porte, qu'on me mette sur les pieds, il faut que je me lève moi-même. Donc du coup, il faut que j'apprenne de mes erreurs, d'en y aller, en le relever tout le temps. Et là, donc le petit n'a jamais vraiment appris par lui-même de devoir se relever tout seul. Tu vois. La comparaison, elle est folle, par exemple, avec les animaux. Oui, mais là, juste du coup, pour terminer cette histoire, c'est que du coup, maintenant, l'enfant, il a des problèmes de dextérité. Ah oui. Ok. Parce que du coup, en fait, il a des problèmes de motricité. Parce que du coup, en fait, moi je pense que c'est intimement lié à ça, parce que du coup, il a tellement jamais réussi à faire les choses par lui-même, à se relever, etc. On l'a trop aidé. On l'a trop aidé. Et puis sûrement la gestion après de l'échec, c'est ça surtout qui va être... C'est ça.
Quand on est trop cajolé, quand on est trop protégé, quand on est trop sur son enfant, je pense que ça aide pas forcément, tu vois. Ah non, mais c'est ça. Tu vois, Mais c'est un peu le même parallèle du coup aux échecs, c'est-à-dire qu'il faut des fois vraiment avoir des échecs pour se servir de ça, pour pouvoir réussir. Ouais, complètement. Sinon c'est compliqué. Moi, avec Mathéo qui s'est joué au Uno depuis 6 mois, on en reparlé la dernière fois. Et je lui apprends, au début, tu sais, tu veux le faire gagner, c'est un enfant, et pas de souci, je suis d'accord avec ça, mais il y a un moment où moi j'ai compris que, c'était pas l'aider de le faire gagner tout le temps. Donc, ok, des fois, si je dois gagner, je gagne, et il marronne, il pète les plombs, il jette les cartes, après il gère ses émotions comme il peut, et je l'accompagne dans ses émotions. Par contre, si je dois gagner, je vais gagner maintenant. Et je dis même aux autres, ceux qui jouent, je dis, les gars, si vous devez gagner, vous arrêtez de le faire gagner. Et puis il apprendra, il mettra un plomb, peut-être 100 fois, et c'est ça, ça va l'aider à gérer ses émotions, pour rapport à l'échec. Parce que justement, quand on parle de gestion d'échecs, je pense que c'est ce qu'il faut dire, c'est gérer un échec, c'est gérer ses émotions. Parce qu'en fait, quand on subit un échec, pourquoi on voit ça comme un échec? Parce que du coup, ça nous renvoie à quelque chose. On n'est pas bien, on est soit triste, soit on est en colère, etc. Mais tout ça, c'est quoi? C'est des émotions. Donc en fait, si on arrive à gérer, pour gérer l'échec, il faut gérer nos émotions. Pour du coup gérer nos émotions, il faut se connaître soi-même pour pouvoir être sûr que on arrive à les gérer, tu vois. Donc c'est pour ça que faut faire attention. Faut pas avoir les choses comme un échec pur. L'échec pur, ce serait du coup vraiment ne plus pouvoir réaliser quelque chose parce qu'on a fait un mauvais choix. Mais par contre, juste une gestion d'échec qui survient dans notre vie de tous les jours, si on n'arrive pas à le gérer, c'est qu'on n'arrive pas à gérer nos propres émotions, tu vois. Ouais. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Ouais, moi je suis complètement aligné. Par exemple, moi, l'échec, on va dire, dans ma vie, je n'ai pas eu vraiment tant que ça. En tout cas, je ne l'ai pas perçu comme vraiment des échecs. C'est quand j'avais ouvert une agence de com avec Evan, où on s'est associés, on a commencé à se lancer. Bon, après, moi, j'y allais un peu plus à tatillon parce que j'avais d'autres activités, alors que lui était plutôt à temps plein. Et l'échec a été un peu notre incompatibilité de s'associer, de lancer un projet ensemble. Et donc après, je me suis retiré pour me relancer dans autre chose. Donc l'échec, c'est que je ne suis pas arrivé à aboutir à ce projet. Mais en même temps, la réussite, c'est que j'ai appris plein de choses. Après, j'ai travaillé avec JC et compagnie, donc c'est de par mes compétences que j'ai pu faire encore d'autres choses. Donc c'est un échec, mais en même temps, c'est une réussite. Et donc le vrai échec, je pense, c'est comme tu dis, le fait que tu as fait des erreurs et que tu ne peux plus refaire cette chose-là alors que tu en as vraiment envie. Mais bon, en même temps, qu'est-ce qui te dit que tu ne peux plus faire vraiment cette chose-là? C'est peut-être que toi-même, ou alors c'est du physique, ou c'est du... Enfin, je sais pas, pour moi, c'est peut-être que psychique que tu ne peux pas refaire. Ou alors c'est juste qu'on n'a pas les exemples en tête. Il n'y a pas de hasard. Pour rebondir à une autre phrase de tout à l'heure, tu sais, tu disais, s'il y a quelque chose qui ne doit pas se faire, ça ne se fait pas. Mais quelle est la subtilité entre laisser le truc ne pas se faire et en tirer une conclusion en mode, bon, mais ça c'est pas fait, et peut-être qu'il faut que je force encore. Donc la résilience, la persévérance, la motivation pour aller au but. Et là, moi, tu vois, typiquement dans ma vie, je pense que je suis dans une transition comme ça où est-ce que je dois laisser faire le truc parce que c'est le destin ou est-ce qu'il faut que je force le destin? Alors c'est mal réputé normalement de forcer le destin, mais en même temps ça dépend de quoi. Ouais, bien sûr. Parce qu'au final, des fois, non, il faut forcer le destin. Tu vois, on parlait de chance, d'opportunité, mais c'est un peu étroitement lié. Qu'est-ce qu'il faut laisser faire et qu'est-ce qu'il faut forcer? Après, comme on disait, c'est cas par cas aussi. C'est cas par cas. Par exemple, oui, effectivement, on va prendre le fait que Story, ça s'est pas fait. Mais est-ce que peut-être, j'en sais rien, avec des on refait le monde, mais tu aurais dû forcer. Si tu avais forcé, peut-être plus de travail pour aller chercher un investisseur, pour les machins, peut-être. Ouais. Ou est-ce que, du coup, ok, ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire, mais bon, en même temps, peut-être que tu étais à 5 minutes ou 5 appels, ou à 5 mois de travail. Et c'est ça à la fois, tu vois, il y a dans tout ça, je rajoute le fait de rien regretter. Vraiment, de pas de regret dans tout ça, parce que bien sûr, oui, si j'avais fait ça, peut-être, mais si j'avais ajouté 5 appels en plus, peut-être qu'en fait, il y aurait un truc qui m'aurait détruit après. Genre peut-être là on m'aurait dit non mais je sais pas, peu importe ce qui me serait arrivé, mais peut-être que là ça m'aurait vraiment détruit, peut-être que je sais pas. Moi tu vois, je vais corréler ça avec le fait de pour pas avoir de regrets, parce que moi aussi, c'est-à-dire que j'ai peur, on va dire, d'échouer sur certaines choses, et donc pour essayer de minimiser ma peur et donc ma gestion de l'échec, je vais essayer de faire le maximum de choses pour pas avoir de regrets. Tout à fait aussi. Mais sauf que du coup, où est la limite à faire jusqu'à peut-être te tuer dans un sens, tuer mentalement, normalement, pas physiquement. Quoique. Quelle est la limite, tu vois? La limite, je force parce que je suis résilient, parce que je suis persévérant, parce que je veux pas avoir de regrets, mais jusqu'où? La limite, il faut que tu te la donnes toi-même en fonction de toi. Il faut que tu restes en harmonie avec ce que tu es, avec tes valeurs, etc. C'est à toi de savoir quand tu vas trop loin dans le truc, parce que quand tu vas trop loin, c'est que tu te reconnais plus dans ce que tu fais.
Je pense qu'il faut que tu continues à être résilient et que tu continues à... Parce que moi, j'aime pas le mot forcer, parce que pour moi, forcer quelque chose, c'est que c'est pas bon. Ouais. C'est que si tu forces, c'est que quelque part, si tu vas chercher en toi, c'est que c'est pas sain et normal. Moi, je pense qu'il faut continuer à faire des choses si on a envie de les faire. Et du coup, pour ne pas avoir de regrets. Donc, continue d'être ce que tu es, quoi qu'il arrive. Ne crois pas que c'est forcer le destin. Tu forces pas, tu continues à être ce que tu es. Et pour moi, du coup, forcer et aller trop loin dans quelque chose, c'est là où tu commenceras à te dire putain, ouais, non, mais là, si je fais ça, c'est forcé, c'est plus moi en fait. Je suis complètement Tu vois d'accord, ce que je veux mais du coup, moi par exemple, typiquement, je vais me dire, ok, ben, ma limite c'est donc moi, c'est-à-dire mon harmonie. Mais alors, tu peux aussi te dire peut-être que ton harmonie, elle est limitée dans tes croyances limitantes, et donc tu peux aussi repousser ta limite, repousser, C'est là où tu as la gestion des risques C'est ça. qui intervient. C'est-à-dire que pour repousser, tu vas donc prendre plus de risques, forcément. Et donc, c'est là où toi, tu vas te donner tes propres limites par rapport aux risques que tu es en train de prendre. Par exemple, moi, quand je dis pour Story, j'ai investi 20 000 euros, je savais qu'il me restait un petit peu d'argent sur mon compte pour pas me retrouver dans la merde. Ah. Mais si je dépensais le peu qui me restait, si je ne réussissais pas Stories, je me retrouvais peut-être à la rue. Donc c'était une limite financière. Non, mais je te Ouais, parle mais d'une c'est limite. gestion De risque. Là, moi, là, on parlait. C'était trop risqué. Et puis, C'est ça. du coup, s'il avait fait ça, il serait peut-être pas allé dans son sens à lui, dans son harmonie à lui. C'est-à-dire que du coup, il aurait pris trop de risques. Lui, pour lui, il faut quand même qu'il ait de l'argent de côté pour le au cas où. Tu vois, aller au-delà de ça, ça aurait été du coup forcer le destin. Et du coup, forcément, ça aurait pas réussi. Ok. Tu vois, Mais je veux dire, mais donc toi, dans un projet entrepreneurial, c'était du coup une limite financière. Mais Oui. dans un projet, je sais pas, par exemple, demain tu veux te reconvertir ou tu veux te lancer en tant que photographe, tu vois, par Regarde, exemple. mais je vais te- Quelle est ta limite? Parce qu'il n'y a pas de limite Eh ben, je vais te donner financière, un- à part le fait que tu as un chômage peut-être Bien dans sûr. 2 ans. Mais à part ça, quelle est ta limite? Genre jusqu'où tu te dis je force, mais pas le mot forcer comme t'aimes pas, mais Je jusqu'où vais te donner tu un très vas. bon exemple. Vas-y, dis-moi. Les festivals que j'organisais avec Ben, j'ai totalement arrêté l'événementiel. Par exemple, moi j'ai fait un master en sport event, donc je faisais beaucoup d'événementiels, beaucoup de compétitions. Avec Ben, on lance un festival de musique et sport extrême qui s'appelait WhatsApp Festival. On le fait pendant la première année, on fait quelques petites soirées pour récolter des sous pour pouvoir payer les DJ, parce que les DJ on doit les payer en avance, donc c'est un bordel monstre. Ensuite, on fait le premier festival et là, ça se passe plutôt bien, on est pratiquement à zéro au niveau des dépenses. L'année suivante, on fait 4 petits festivals pour récolter des fonds pour refaire ce gros festival. Et là, à ce moment-là, moi, je mets pratiquement aussi beaucoup d'économies. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit ou pas. Mais en gros, à ce moment-là, en fait, je mets un peu l'argent qui allait me permettre de pouvoir acheter mes meubles dans mon nouvel appartement. Parce que j'étais persuadé que notre festival allait être une réussite. Sauf qu'il y a un truc que j'ai pas pris en compte, c'est la météo. C'est le seul truc. Tout le reste, je savais que ça allait fonctionner. Moi, j'avais amené mes riders pour ma compétition de BMX. Tout le monde venait. Les DJ, tout était présent. Le travail entre Ben et moi, je savais que tout était nickel, carré. Les gens qui travaillaient et tout, c'était parfait. Tout allait bien se passer. Donc, il n'y avait aucune raison que je ne récupère pas mon argent que j'avais investi au début. Sauf que, en plein mois de juin à Marseille, on s'est fait les 4 seuls jours de tonnerre, de tout ce que tu veux, qui pouvait exister au monde, et que ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera sûrement plus jamais. Et bien nous, on se les est pris. Alors certes, gestion des risques, on avait pris une assurance et tout, ce qui nous a permis de ne pas se mettre dans la merde et de payer les frais qu'il y avait autour aussi. Mais moi, j'ai pas pu récupérer mon argent, donc je me suis mis dans la merde derrière. J'ai dû accepter tous les petits boulots en photo, vidéo possibles pour pouvoir m'acheter mes meubles, sinon j'avais juste des murs. Mais en fait, derrière, voilà, j'ai appris énormément. C'est-à-dire que il y a des circonstances, il y a des trucs qui peuvent arriver, il faut être conscient de tout. Donc dans la gestion des risques, maintenant, j'apprends beaucoup de choses. Déjà, juste pour la petite anecdote, le soir même, en fait, le dimanche, déjà juste pour expliquer, donc pluie, il y avait 1 mètre d'eau dans tout le festival. On a dû le jeudi soir déplacer toute la scène pour la mettre à un autre endroit, mais une scène énorme, hein, tu vois, genre. Donc tout le monde s'y est mis, personne n'a demandé d'argent et tout en plus pour pouvoir faire ça. On a déplacé tout le festival en espérant que le lendemain il allait moins pleuvoir. Il s'est mis autant à pleuvoir, donc il y avait de l'eau encore plus de partout. On se déplaçait en Clark, parce qu'on marchait dans un mètre d'eau, tu vois. Et donc tous les riders étrangers qui étaient venus, genre vraiment c'était aussi une des plus grosses compétitions. Le nombre de riders qui venaient, c'était impressionnant. Et moi j'ai une photo où j'annonce à tous les riders que tout est annulé, tu vois, ça fait mal au fond de soi, de l'ego et tout, dans l'échec là. Moi j'ai cette photo, elle résume énormément de choses parce que je me dis putain, j'ai tous ces riders, les meilleurs du monde autour de moi, qui sont venus pour moi parce que c'est mes amis, et je leur dis les gars, vous êtes venus d'Australie, des États-Unis et tout pour rien, c'est chaud quoi. Genre là à vivre c'est vraiment dur. Et donc il n'y a rien qui se passe, et le dimanche soir,
Super coucher de soleil, fin du festival, forcément, bon, personne n'est venu. Et là, moi, je me rappelle, je suis sur la rampe de BMX et j'ai mon t-shirt au nom du festival, WhatsApp Festival, et d'un coup, une mouette me chie dessus. Je me prends une merde d'oiseau sur l'épaule à gauche. Et là, en fait, c'est là où, genre, gestion du stress, gestion de tout, je me dis, franchement, tu sais quoi, bah les couilles, c'est comme ça ne veut pas se passer autrement. Je prends mon t-shirt, je fais une boule, je le jette, je vais voir Ben, je dis, bon Ben, on va gérer la fin du festival, et après, tu sais quoi, je te laisse faire les événements, c'est pas pour moi, je fais de la photo, de la vidéo à côté, ça marche bien, je développe bien. Voilà, donc je savais qu'à ce moment-là, j'allais vivre un énorme échec dans ma vie, parce qu'on a travaillé très dur, on a eu un investissement, mais surtout le temps, l'énergie, c'est toutes les barrières, il y avait, je sais pas, 300 barrières Erasmus, les grandes barrières, c'est moi qui les ai mis tout seul, tu vois. Genre, je portais toutes les barrières. Enfin, physiquement, nous, au début, on n'avait pas assez d'argent pour faire ce projet. On se couchait à 6h du matin, on n'avait même pas d'argent pour acheter des gants, on n'était que tous les deux, on ramassait les capsules par terre de bière pour nettoyer les mégots et tout pour le lendemain. Le soir même, il y avait une petite soirée en face pour un DJ pour qu'on gagne 300 balles sur un festival qui en vaut 100 000, c'est rien 300 balles. Et pour aller gagner 300 balles de plus, et pour pas lui payer le taxi au DJ, il fallait que moi je reste avec lui pour l'amener moi à la chambre d'hôtel pour recommencer le lendemain matin à 6h sur le festival. Et moi je dormais, je te jure, en plus comme je dors n'importe où, n'importe comment, derrière le DJ, il y avait 2 cubes pour s'asseoir, 2 cubes Ikea là, tu vois. Et j'avais mon cul sur un cube, ma tête sur l'autre cube, et je dormais derrière le DJ en pleine soirée. Hein. Je dormais et je lui disais, tu me réveilles quand tu veux que je te ramène à l'hôtel. Et l'hôtel, il était à 300 mètres. Mais même pour pas dépenser 10 euros, je restais là, tu vois. Genre, donc, on a vécu des choses folles dans ce festival. Et en fait, ça, c'est de l'expérience. Tu vois, quand tu parles de la tomate et tout, c'est exactement ça. C'est l'expérience vécue, tous les coups que tu t'es pris dans la gueule. Et qu'en fait, tu sais que tu vas te relever, mais il faut être conscient de tout ça. Mais demain, je peux faire un événement. Quand on organise le salon de la photo, t'as vu qu'il manquait rien, les petits trucs, les petits détails et tout au salon de la photo, parce que en fait, je les ai vécus dans ces événements-là à énorme échelle, en fait, où je faisais tout parce qu'on n'avait pas un... Si tu arrives dans un événement énorme, tu as 100 000 euros de budget, tu dis à lui, tiens, fais ci, fais ça, en fait, tu n'apprends rien. Mais nous, on a tout appris, on nettoyait les chiottes, on nettoyait tout nous-mêmes parce qu'on n'avait pas un... donc, au salon de la photo, sur un petit événement, les gens ils arrivent, il manque rien. Le petit scotch par terre sur le câble, le machin, le truc, tout y était, tu vois. Mais donc c'est de l'expérience, des échecs, et donc on va chercher le positif dans quelque chose qui est ultra négatif, et en fait on grandit de ça, quoi. Ouais, là on parle beaucoup d'échecs, et en termes de réussite, c'est quoi toi ta plus grande réussite? Ton enfant, pas. Non mais après... Et du coup, à quoi tu la lis? Est-ce que tu l'as dit au personnel? C'est quoi la tac au tac? Tac au tac, je dirais pro. J'irais côté pro parce que du coup, ouais, je pense que là, maintenant, avec le recul, je pense que ça serait mon passage à l'entrepreneuriat. J'étais lancé, quoi. Ouais. Parce que pour moi, je voyais ça tellement loin. Je me disais, mais c'est pas possible. Moi, la sécurité. D'être autonome en fait. Ouais, non, mais même dans le sens où, étant donné que je viens d'un milieu où on n'avait pas beaucoup d'argent, moi, d'avoir un travail salarié, c'était vraiment genre important, genre. Et puis même, que ce soit la famille et l'entourage, c'est la sécurité de l'emploi. Voilà. Et donc du coup, de passer de salarié à entrepreneur, ça a été un choc émotionnel pour moi, mais genre énorme. Genre vraiment, ça a été très 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 dur de me dire je vais être au chômage, par exemple. Donc ta réussite, ça va être c'est le fait d'être entrepreneur, ouais, et de perdurer, d'avoir ta petite sécurité, ouais, mais à toi-même. Ouais. Je pense que ça serait ça, vraiment. Parce que du coup, ça... pourquoi c'est une réussite, du coup, si on doit l'analyser là de tac au tac, parce que je pense que c'était tellement pour moi impossible à réaliser que je peux être fier de l'avoir fait. Et je pense que du coup, c'est comme ça que j'arrive à voir du coup une réussite, c'est si je suis fier au fond de moi d'avoir accompli ça, tu vois. C'est vrai que maintenant, je vois, par exemple, même leur marathon, je le vois comme une réussite. Maintenant, j'ai mis des mois à le voir comme une réussite, mais maintenant, l'état actuel des choses, 6 mois après, je le vois comme une réussite, tu vois. Parce que finalement, je me rends compte que je me suis surpassé, que, pas que j'ai réalisé l'impossible, mais presque, parce qu'en fait, maintenant, en regardant les choses différemment, je me rends compte que vraiment, réaliser un marathon avec 1 mois et demi de préparation, en ayant fait 200 bornes de sortie, c'est rien, hein, tu vois. Je me dis, en fait, c'est une énorme réussite. Ouais, c'est en moins de 5 heures, finalement, c'est énorme, tu vois. Ouais. Donc voilà, je pense que la réussite, pour moi, du moins, elle se voit dans les choses qui me semblaient impossibles.
je pense. Ok. Et toi, c'est aussi. Moi, c'est le premier truc, moi, c'est personnel. Ok. C'est pas le fait d'être papa, mais c'est que j'estime être un bon papa. Parce que papa, c'est facile hein, d'être papa. On sait combien il faut faire. Non, mais dans l'idée, être papa, c'est bien. Et tout le monde peut dire, ouais, je suis fier. C'est vraiment un S-Gang. Lui, c'est vraiment un S-Gang, mais force 1000. Non, mais dans l'idée, je veux dire, demain, tu es papa. Allez, ouais, les gars, c'est bon, je suis perdu. Non, donc tu peux pas. Vas-y, Nico. Vas-y, continue, Nico. Non, ce que je Non, veux mais dire, c'est des c'est gens qui que sont sérieux aussi. Ce que je veux dire, c'est que c'est facile en gros d'être papa, mais de se sentir être un bon père et d'avoir un enfant que tu arrives à éduquer et qui arrive toi Enfin, moi, il a pu travailler sur mes mots, MAUX, il a pu me réparer ou me dépasser dans la vie. Moi, ça, c'est ma plus grosse réussite. Pas juste le fait d'avoir fait un enfant. Non, bien sûr, bien sûr. J'ai jamais fait un enfant pour faire un enfant, mais qui est arrivé, moi, que j'arrive moi à l'éduquer comme je veux, et que lui, il est arrivé même dans le fond à m'éduquer moi, ça c'est ma plus grande réussite. Après, la deuxième, c'est le côté tout professionnel, mais c'est quand même hyper agréable d'avoir quelque chose, enfin un travail ou des travails, peu importe, qui me plaisent. Et ensuite, c'est du coup l'un et l'autre, mon confort de vie qui fait que genre, à peu près tout ce que j'ai envie de faire, je le fais quoi. Ça, c'est mes réussites. Est-ce que ton enfant a été un peu le miroir de toi-même? Mathéo, j'ai mis longtemps à basculer dans le truc où, quand il faisait des crises à l'époque, enfin au début, il a 4 ans, hein, on va dire pendant bien au moins 2 ans, ces crises, elles me renvoyaient à moi-même. Et donc, ces crises, je me disais, putain, il est là pour me casser les couilles ou pas? Enfin, j'exagère, Mais tu vois, bien sûr, bien sûr. c'est pour ça que je Je me pose la dis- question, et je hein. ne disais pas ça 10 fois sur 10, Non, bien mais sûr. bien sûr. Mais je veux dire, d'une manière générale, j'étais là en mode, putain, mais il rend fou. Alors que. Et en fait, quand j'ai basculé à travers des livres, des podcasts, tout ce que tu veux, que vraiment j'ai travaillé sur tout ça, j'ai fait de la sophrologie, enfin, j'ai consulté une sophrologue, et c'est là où je me suis dit, en fait, non, il est pas là pour me casser les couilles. Bon, déjà, c'est une enfance, il fait des crises, c'est normal, et ça, on va parler de ça, mais pour parler de moi-même, il est là pour me réparer, pour me dépasser. Il est là pour apprendre à gérer mes émotions dont je n'arrivais pas à gérer moi jusqu'à présent. Il est là, il m'a renvoyé à tous mes maux, toutes mes peurs, tout le négatif de moi, de mon enfance. Et ben il y a tout qui est ressorti quand il est arrivé, alors pas sur l'instant T quand il est arrivé, mais avec le temps. Et c'est vrai que, ouais, apprendre à se connaître, j'ai appris à me connaître, pas avant qu'il arrive, mais pendant, et bon, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec. C'est vrai que au premier abord, je vois ça comme un échec, en mode, bon, du coup, les 2 premières années, je suis pas arrivé à gérer bien mes émotions, et des fois, j'ai fait mes petites crises moi aussi quand lui les faisait, et Julie qui a fallu qu'elle gère les siennes et les miennes. Ouais, mais c'est ça, entre guillemets, 2 enfants, pas tout le temps bien sûr, mais à certains moments. Donc ça peut être d'ailleurs un échec, on va dire, un peu dans ma vie, le fait de ne pas avoir été assez prêt au bon moment, même si on n'est jamais, je pense, prêt au bon moment pour être parent, enfin en tout cas pour la plupart du temps les gens. Mais ouais, en fait j'ai vraiment fait une bascule dans ma vie en mode, il est là pour me réparer, et même si c'est pas vraiment le cas, même si imaginons il est pas là pour me réparer, mais vois-le comme ça, au moins... Tu lances des défis quoi. Ouais, et j'ai lu des livres, je ne sais plus lesquels, sur la gestion des émotions, ou sur la gestion de tout ça, en me disant, ok, au moment où en gros il va t'énerver, pour parler de lui, mais comme pour parler, ça peut être toi tu m'énerves, ou Julie qui m'énerve, ou n'importe qui m'énerve, mais là c'est le moment, ouais. Là c'est le moment où il faut que tu te dépasses, mec. Là, apprends à accueillir ton émotion comme si c'était un facteur avec la lettre de l'énervement. Ok, accueille l'émotion parce qu'il faut l'accepter, l'émotion déjà premièrement, il faut l'analyser, il faut la cerner et il faut l'accepter. Et ensuite, ok, là c'est le moment où c'est ton défi. Donc en l'occurrence pour une crise de Mathéo, puisqu'on parle d'enfant, c'est le moment où il faut que tu respires, que tu dises ok, il n'est pas là pour te casser les bonbons, il est juste là pour te dépasser. Et ok, mais toi déjà gère ton émotion parce que c'est toi le daron. Et ensuite, aide-le à gérer ses émotions parce que lui, c'est sûr que sur l'instant T, il ne peut pas gérer ses émotions. Donc ouais, lui, ça a clairement été un miroir, ça l'est encore et je pense que ça le sera plus ou moins toujours. Et c'est en cours ou c'est déjà ma réussite la plus grosse. Le fait de, pour moi-même et le fait de, pour lui et mon enfant. Est-ce que tu penses que si tu t'avais mieux connu, tu ferais moins vécu comme un échec ce moment avant que tu comprennes vraiment que c'est ton miroir? Complètement. Donc du coup, est-ce que pour être prêt, enfin, optimiser les chances d'être prêt d'avoir un enfant, est-ce qu'il ne faut pas du coup un peu se connaître et... Complètement. Je pense dans la vie, donc
pour réussir professionnellement, personnellement, tout ce que tu veux, et même en tant que parent, il faut apprendre à se connaître. On peut en parler juste après de comment apprendre à se connaître, mais c'est méga important d'apprendre à se connaître pour arriver à se gérer soi-même, pour ensuite arriver à gérer un autre. Tu peux pas gérer un enfant si tu sais pas te gérer toi-même. C'est pas possible. Ou tu peux pas te gérer, entre guillemets, ton couple, ou tes amitiés, ou ton patron, ou qui que ce soit, à 100%, ou de manière la plus optimisée, si toi-même tu ne te connais pas. Tu vois ce que je veux te dire? Donc en l'occurrence pour un enfant, oui, clairement. Donc je pense que on n'est jamais vraiment prêt, même si on essaie. Mais on peut optimiser par le fait d'apprendre à se connaître, ouais. C'est pour ça que j'ai 32 ans, je ne trouve pas d'enfant, parce que je me suis dit que avant d'en vouloir un, il fallait que je sois sûr d'être bien avec moi et mon entourage, tu vois. Et moi, tu sais ce que je pensais, je me suis dit uniquement, il faut que je sois prêt financièrement pour accueillir un enfant. Alors qu'il n'y a pas que ça du tout. En fait, logistiquement, oui, dans l'idée, mais après, tu as tout le côté gestion des émotions de la personne, où ça, il faut apprendre à se gérer soi-même, quoi. Et heureusement que j'ai Julie qui, elle, fait preuve d'une maturité plus, qui a pu grave compenser le fait que moi, je n'étais pas du tout dans les moments où Mathéo était pas facile à gérer. Okay. Et il a que 4 ans en vrai, donc il y a toute la suite. Donc je suis content, moi, en tout cas, d'avoir eu un tournant de ma vie pas trop tard dans le fond pour apprendre à gérer potentiellement bien la suite, quoi. Ouais, et ça, c'est ma réussite. Et toi, ta réussite? Ben, bon enfant. Bon chat. Non, mais toi, c'est professionnel, comme tu as dit juste avant. Continue. Tu continues. Mais moi, j'aime bien, c'est toi qui rebondis. Tu rebondis dessus, moi, j'ai rien dit. Non, ma réussite, bah. Moi, comme je disais au tout début, en fait, je suis heureux quand même dans ma vie, tu vois. Genre, je suis heureux tous les jours. Et vivre dans ma passion, je pense que c'est la plus grande réussite. Voilà. Moi, j'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus. Je pense que juste vivre de sa passion. C'était même pas mon but au départ. C'est juste que c'est arrivé. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, en fait. Alors, à quel moment, du coup, tu t'es dit que tu voulais réussir? Bah, parce que si c'était pas un objectif, du coup. Tu vois, bah, quand je parlais du festival, là, par exemple, en même temps que je faisais donc mes études de finance et d'événementiel, la vidéo, surtout la vidéo, donc prenait avancer pas mal, j'avais pas mal de projets, je commençais à bien, enfin du moins à gagner ma vie assez pour pouvoir payer mon appart, ma vie en général. Et en fait, l'événementiel, je pensais que ça allait être ma vie, de faire de l'événementiel, parce que tout se passait bien, qu'on faisait des gros projets, et en fait, l'événementiel, boum, je dis bah c'est bon. En fait, j'ai réfléchi, mais attends, l'événementiel, ça me casse les couilles en fait. Genre, il y avait des contraintes énormes. Moi, vivre sur le fait de ne pas savoir comment ça va se passer, de se dire est-ce qu'il y a des gens qui vont venir? S'il n'y a personne qui vient à ton événement, bah, t'es dans la merde. Tu vois, c'est le but de l'événementiel. Alors que là, les projets photos, vidéos, j'en avais. Je gagnais bien ma vie. Je me disais putain, c'est cool ce que je fais. Genre, je voyage, je rencontre des gens cool. Mais pourquoi pas continuer à faire ça en fait? Tu vois? Pourquoi me faire chier à faire de l'événementiel où potentiellement je me prends un orage et tout est ruiné? Et ben non, je vais continuer dans la photo, dans la vidéo. Et voilà, tout simplement. Parce que tu sentais que tu avais les compétences pour aussi. Ou est-ce que tu t'es dit, je veux quand même me lancer là-dedans, mais je suis pas encore à 100% sûr d'avoir les compétences pour le faire. Non, parce que comme tu dis, tu as fait ta formation à finance, à laquelle, etc. Tu vois, tu fais ça un peu à côté en mode passion. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, de un, j'ai envie de vivre de ça, mais quelle est la barrière ou la limite où tu t'es dit, bah, même si j'ai pas encore peut-être toutes les compétences, je vais quand même le faire et je vais quand même essayer. Parce que j'avais déjà acquis une expérience. Tu vois, c'est pas genre ça y est, j'ai acheté un boîtier, j'ai fait 3 photos, 2 vidéos, j'ai 2 clients, c'est bon, je peux y aller. J'ai fait beaucoup de choses et en fait, j'ai pris du temps. J'ai vraiment pris du temps pour savoir ce que je voulais faire, avoir mon expérience. Quand je disais aussi d'avoir un plan B, plan C et tout, c'est j'avais mes études à côté, donc je pouvais peut-être faire de la finance. J'avais un diplôme pour me permettre de faire de la finance, j'avais un diplôme pour faire de l'événementiel, j'avais mes événements à côté que je faisais. En même temps, je faisais de la photo, de la vidéo. Donc en fait, je pouvais aller un peu de partout dans n'importe quel métier lié à tout ça, tu vois. Et c'est juste qu'à un moment, la photo, la vidéo, j'avais assez d'expérience, assez de clients. Je savais qu'en plus, si j'avais plus l'école, parce que l'école me prenait un temps fou, si j'avais plus l'école en temps consacré à l'école, j'allais pouvoir le consacrer pleinement à la photo, à la vidéo, à rechercher plus de clients. Et comme j'avais déjà assez de clients pour, en soi, vivre plus ou moins bien, je me suis dit, attends, si j'ai 6 jours de plus dans la semaine,
alléluia, quoi. C'est la transition qui est pas facile, des fois. Ouais. C'est le fait que tu n'as pas une base de sérénité, de sécurité Ouais. entrepreneuriale pour lâcher, toi, ton plan A et te consacrer C'est à pour ton ça que plan B. je conseille toujours aux gens de ne pas se lancer dans l'inconnu comme ça du jour au lendemain, d'aller quand même doucement et progressivement par rapport à soi-même, ce qu'on est capable de faire, et après, petit à petit, tu te lances, quoi. Ouais, à contrario, les plus gros entrepreneurs te diraient lâche tout, t'as qu'un plan A, t'as pas de plan B. Ouais. Et tu te lances. Et tout le monde dit ça. Et lance-toi à fond sur un seul truc et tu. Ouais, mais t'as échoué quand lance-toi à fond quand tu es capable de gérer ton stress, gérer ton échec, gérer tout ça. Parce que lui, il va te dire ça parce qu'il est capable de gérer tout ça. Non, je parle pas de lui forcément. Non, mais Non, mais parce que, oui, tout lâcher du jour au Peter lendemain. Parker, il a dit ça dans son interview. la dernière Tout fois. lâcher du jour au lendemain, si derrière tu n'es absolument pas capable de gérer ton échec, tes émotions et tout, c'est là où tu te suicides aussi. Si tu Ouais, peux- enfin, tu parles à l'extrême là. Bah, je bah, parle tu- ici. de suicide. Je parle avec ça, mais quelqu'un qui met toute sa vie dans un projet et tout s'échoue d'un coup, où il perd tout, il peut perdre sa femme, j'en sais rien, sa Gestion des maison risques. et tout. Donc si tu n'as aucune idée de la gestion des risques et tout derrière, moi je suis désolé, je peux pas conseiller à quelqu'un de se lancer Non, mais et de tout complètement lâcher d'accord, à c'est ce de point-là. pas conseiller ça. Oui, Mais pourtant tu dis que tous ces gens-là te conseillent ça. Donc ça veut dire, moi je suis modéré aussi comme moi, toi, je je suis pense. un peu modéré. Moi j'adore prendre des risques et tout, pourtant tu le sais, et j'adore en prendre. mais c'est modéré. Mais il y a quand même un moment, attention, tu vois, je fais pas de conneries non plus. Et donc de là à me dire, tiens, demain je joue ma société, ma maison et tout pour un projet, jamais de la vie. Tu sais qui fait ça? Elon Musk. Et il a toujours réinjecté. Ouais. J'ai pas les chiffres, mais quand il avait revendu, je crois, PayPal Ouais. à l'époque, enfin en tout cas ça te sépare à lui, je crois qu'il avait touché quelque chose comme, je crois que j'ai dit une connerie, soit 20, soit 200 millions. Il a tout réinjecté. Ouais. Je sais plus si c'était sur SpaceX ou sur Tesla, le mec, et c'est l'un des plus Bien sûr. gros entrepreneurs au monde, l'une des personnes les plus riches aussi, et c'est lui clairement qui à chaque fois, plan A, plan A, Bien sûr. plan A, plan A. Après Non, ça je dis pas que ça marchera Non, pas. attends, mais non, lui, mais- il fait partie des 0,00001% de la Non, planète. ça aussi, c'est ce qu'il te raconte. Parce que tant sur 200 millions, il Oui. s'est dit, j'en regarde un, et tu le sais pas. Il a mis sur un compte, il s'est dit, si je suis dans la merde, j'ai un million, Bah ouais, je peux ça. le. Bah ouais, mais il te l'a pas dit. Non, mais il y a autant avant ça, il avait un patrimoine immobilier, enfin, tant Non, Oui, mais oui. Non, en fait, tu vois, c'est tous les réseaux, machin, il t'a fait Faites une interview, attention, question de 10 minutes, Ouais. et j'arrête à raconter sa vie en 10 minutes, non, tu vois. Donc, non, voilà. Non, je pense que ces gens-là, c'est impossible si tu as 200 millions d'euros sur le compte, que tu prends un chèque de 200 millions, que tu mets 200 millions à droite. Je dis pas qu'il a pas acheté un truc avant. Et machin. autant, ce mec-là, il est pas con, et ces 200 millions-là, il dégarde, il fait fructifier, mais la banque, du coup, vu qu'il a 200 millions de côté, elle lui prête 200 millions, donc il va te dire que du coup, il a réinjecté les 200 millions, mais en fait, C'est un prêt, ok, on lui repose la c'est un question. prêt de Voilà, appelle-le. on pose la question. Je vais parler sur lui. Quelles sont pour vous les clés pour apprendre à se connaître? Parce que du coup, avant toute chose, pour parler de développement personnel, de réussite, de tout ça, pour introduire, comme on disait, le plus important, c'est apprendre à se connaître pour ensuite poser la base pour les objectifs, pour ensuite la discipline, la réactivité, la résilience et tout ça qu'on parle juste après. Mais quel est le plus important? Donc c'est apprendre à se connaître. Et comment apprendre à se connaître? Vincent, on t'écoute. Ah, donc là, la question, c'est comment apprendre à se connaître? Oui, c'est pour nous, on Qu'est-ce est qu'il faut d'accord que faire? c'est le plus important avant toute chose, Oui, oui. qu'importe la réussite, qu'importe les objectifs personnels, professionnels. Comment tu penses, ou vous pensez qu'on apprend à se connaître? Alors, je vais mettre des choses directes au clair. Moi, c'est mon point de vue et c'est ce qui a marché pour moi. Je parle de principe, non mais dans le sens où je parle de principe qu'on est tous différents. Ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. Ce qui a intéressé l'un ne va pas forcément intéresser l'autre. Donc, à nuancer ce que je veux dire et c'est juste ma manière de voir les choses. Ne l'écoutez pas. Hein. Non mais non mais il y a forcément peut-être des choses qui vont parler à certaines personnes. Avance rapide. En rejoint la réponse rapide. Bah, mettez plus 30 minutes du coup parce que ça va être pendant longtemps. Mais le chapitre suivant. Allez, vas-y. Non, mais voilà, je pense que du coup, moi, les choses qui ont fait que j'ai réussi à apprendre à me connaître, déjà, moi, j'ai été confronté à des problématiques très très tôt. Donc, c'est peut-être déjà ça qui a fait que de très jeune, je me suis déjà posé beaucoup de questions. Sur moi, sur mon entourage, sur ma façon de voir les choses de la vie. Je suis déjà de base quelqu'un, je pense, qui se pose beaucoup de questions. Peut-être beaucoup trop de questions. Ça, c'est le point de la vue de chacun. Moi, je pense pas me poser trop de questions parce que j'aime ça. Mais c'est vrai que quand je parle avec beaucoup d'amis et proches de moi, ils me disent des fois, tu es un peu trop loin, enfin, essaye d'être un peu plus souple, etc. Ouais. Moi, je suis partisan du fait qu'il faut se poser beaucoup de questions pour avoir beaucoup de réponses. Et à quel moment tu te poses beaucoup de questions? À quel moment tu te poses beaucoup de questions? Et quel type de question? C'est comment tu
prends conscience que tu as des problèmes. Quand Ouais. tu te rends compte que tu as des défauts, quand tu te rends compte qu'il y a des situations qui te mettent en colère, qui te rendent triste, donc quand tu vis une émotion ou quand tu te rends compte que ça te renvoie à un trauma passé, pour moi, quand tu vois ça, il faut que tu te poses des questions. Ouais. Il faut que tu ailles chercher d'où ça vient, pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça fait à ce moment-là précis de ta vie, pourquoi à ce moment précis de ta vie, ça te renvoie à ça. Donc qu'est-ce qui fait autour de toi, quel est l'événement qui a fait que tu as ressenti ça. Une fois que en fait, c'est super complexe, hein, mais c'est pour ça que je vais partir sur un autre axe. Pour se prendre conscience de tout ça, il faut pouvoir lire des livres, voir des films, parler avec des gens qui sont dans ce mood-là, même s'il faut aller faire une thérapie auprès d'un psy, aller voir des sophrologues, des kinésiologues, etc. Il y a plein de moyens pour prendre conscience déjà de ces problèmes-là. Si on n'a pas la capacité par soi-même de se rendre compte de tout ça, je préfère C'est très difficile. c'est très difficile, c'est pour ça que je préfère revenir par cet axe-là avant de continuer, parce que voilà, il peut y avoir plusieurs moyens. Moi, c'est le bon point de vue, j'ai réussi par moi-même à me rendre compte de beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'en parlant avec des potes à moi, beaucoup de gens qui n'arrivent pas à conscientiser énormément de choses. C'est pour ça que je préfère du coup reprendre celui-là. Il peut y avoir cette possibilité, soit par des professionnels, soit par des livres, parce que du coup, moi j'ai beaucoup de livres par la suite que j'ai lus, qui m'ont permis par exemple de... en le lisant, me rendre compte que ça me renvoyait à certaines problématiques que j'avais. Parce que j'avais une lecture active. C'est comme quand tu regardes un film, il y a énormément de sens caché dans tous les films que tu regardes, même dans les films pour les enfants, quand tu regardes un peu c'est Disney, incroyable. Il y a toujours une morale dans les Disney. Mais tu peux simplement voir un livre en le regardant, mais si tu n'as pas une écoute active, tu vas juste le regarder le film. Donc c'est pour ça que Lecture active. moi je pense que si tu pour répondre à ta question de comment faire, c'est juste d'être actif dans ce que tu fais. C'est-à-dire du coup, que ce soit dans la lecture, dans l'écoute ou dans l'écoute de soi, c'est d'être actif, d'être dans l'action. Parce que du coup, si tu es juste là en train de dire ouais ça va pas, et tu fais quoi pour que ça aille, tu vois. Quel est ton moteur, tu Je vois. pense que le raccourci, hein, même Ouais, si c'est pour chacun différent, c'est effectivement de consulter un kinésiologue, comme une sophrologue ou un psychologue, Moi aussi, ouais. et que c'est comme ça le plus facilement que ça peut te renvoyer toi à ce qu'il faut réparer. Moi, ça a été Mathéo, le miroir, on parlait de miroir, Ouais. ça a été lui, et ensuite avec une sophrologue. Mais sinon, de toi-même, je veux dire, il y a des millions de livres. Ok, il y en a qui sont très généraux, il y en a qui sont très spécifiques, vers lesquels tu te diriges. Tu vois, je sais qu'il y en a un qui est hyper réputé, que je lis à la lune, il faudrait que je le lise, c'est, je crois, les 5 blessures. Ils empêchent d'être une bonne. Alors, Voilà, ça, celui-là, apparemment, il est incroyable. Ah bah, Ça, il faudrait que tu le lises. en fait, c'est Non, ouais, c'est pas le fait, la base. c'est pas le fait En que. fait, celui-là, c'est la base. Voilà. C'est-à-dire que du coup, pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut s'intéresser à ces choses-là. Et du coup, celui-là, par exemple, c'est une des bases même de la compréhension des problématiques de l'être humain, en fait. Parce qu'il faut se rendre compte qu'en fait, c'est pas que soi, c'est l'être humain qui est constitué d'une certaine manière, qui a une psychologie de réflexion qui est particulière, et on a tous un mécanisme de réflexion qui est particulier. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour la deuxième partie de ce podcast.